Bonjour à tous et à toutes. Au nom de la Fondation pour la conservation de saumon atlantique et le Canadian Rivers Institute, soyez les bienvenus. Cette série est rendue possible en partie grâce aux contributions du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Michel Chouinard. Originaire de Maria en Gaspésie, elle a grandi à proximité de la baie des Chaleurs où elle a fait ses premières classes en écologie marine. Après des années à l'extérieur de la région, il est revenu en Gaspésie vers la fin des années 80, après l'obtention d'un baccalauréat en sciences de l'environnement à l'Université de Québec à Montréal, avec une spécialisation en sciences et techniques de l'eau. De 1992 à 2008, il a été directeur du comité ZIP Vallée de Chaleur et il a participé activement à développer l'implication du milieu dans des activités concrètes de protection, de restauration et de mise en valeur des milieux côtiers et marins. Il a participé activement au développement de l'implication des communautés envers le Saint-Laurent à titre de membre du conseil d'administration de Stratégie Saint-Laurent pendant plus de 10 années. Après avoir assuré la coordination du conseil de bassin versant de la rivière Bonaventure, il est présentement directeur du conseil de l'eau Gaspésie-Sud, une table de concertation multisectorielle pour un territoire qui regroupe plus d'une cinquantaine de bassins versants. Il a été conférencier invité à plusieurs colloques et forums portant sur les zones côtières, l'implication communautaire, la santé et l'environnement, ainsi que sur la protection des habitats. Sans plus tarder, je passe maintenant la parole à Michel. Merci beaucoup, Darla. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation. Je vais vous présenter la rivière Bonaventure, qui est une très belle rivière du côté sud de la Gaspésie, au Québec, dans l'est du Québec. Et bon, c'est toute une démarche qui s'est déroulée au fil des années pour en arriver à un mode de gestion qui a fait consensus, qui reste encore certains éléments à valider. C'est toujours un processus dynamique, mais bon, je commence et je vous présente ça. Donc, tout d'abord, le territoire ici. Le territoire de la Gaspésie. Vous voyez en blanc, c'est le territoire du Conseil de l'eau Gaspésie-Sud. Et bon, plus au nord, c'est Gaspésie-Nord. C'est un territoire qui regroupe plusieurs bassins de versants, rivières de grande qualité, plusieurs rivières à saumon, dont la rivière Bonaventure. C'est un grand territoire. On parle de 12 000, un peu au-delà de 12 000 kilomètres carrés. Avec l'hydrologie très dense, peu de lacs, mais beaucoup de rivières. Et les montagnes ici font en sorte qu'il y a un dénivelé assez important entre les montagnes Chic-Choc et le niveau marin ici de la baie des Chaleurs. La gestion intégrée de l'eau, c'est bien entendu connaître l'utilisation du territoire ainsi que les pressions exercées sur la ressource eau et ses usages, c'est développer une vision de développement durable, avoir une vision globale, toutes ces choses-là, de façon à intervenir à un endroit tout en ne perdant pas de vue la globalité de la gestion de l'eau. Maintenant, la rivière Bonaventure. Rivière Bonaventure, rivière qui est située ici, en Gaspésie, à l'intérieur du Golfe. Ici, on a la Côte-Nord, l'île d'Anticosti, Terre-Neuve, l'île du Prince-Édouard. Et donc, ça se situe dans cette axe-là, ici. Cette tache-là, c'est un grand feu qu'il y a eu à un moment donné, il y a environ 10-15 ans. Ici, le bassin versant ressemble à ça, avec plusieurs affluents. Qui sont eux aussi des rivières à saumon. Si on fait donc un survol à vol d'oiseau, on part à la limite de la rivière qui fait au-dessus de 125 km de long. Donc le lac Bonaventure, et là, bon, on descend, ça serpente à travers les montagnes Appalaches. En descendant, vous voyez un peu, on va en parler plus tard, mais bon, l'exploitation forestière, les coupes qu'il y a pu y avoir. On tombe donc en milieu plus habité avec l'agriculture et ensuite le milieu urbain et la rivière ici qui tombe dans un barachois
qui est une lagune et coupée par deux flèches littorales, et ici la baie des Chaleurs. De l'autre côté, on voit la côte du Nouveau-Brunswick. Bon, Rivière-Bonaventure, c'est un milieu très riche, bon, 134 km d'une eau limpide, c'est en incluant les lacs. La qualité de l'eau, de façon générale, on l'échantillonne à tous les mois depuis 1979, elle demeure excellente. On retrouve bon, 10 espèces de poissons de différentes tailles, beaucoup de salmonidés, dont particulièrement le saumon atlantique. Il y a des plantes rares qu'on retrouve sur les abords. D'ailleurs, il y a des milieux protégés par des statuts là, légaux. Il y a l'algue Didimo, qui est une algue envahissante, qui est présente et, avec certaines variations selon les années, selon les conditions qu'on voit. Comme cette année, on en a vu plus que dans les dernières années. Voilà les activités récréatives. On commence par la pêche au saumon. Pêche au saumon, avant, c'était, on va le voir un peu plus loin, c'est historiquement beaucoup de gens qui sont venus faire la pêche ici au fil des générations. Et depuis 1980, ça s'est démocratisé avec l'arrivée de la zone d'exploitation contrôlée Bonaventure. On a plus de 6000 jours de pêche par année. C'est parmi les 5 rivières les plus fréquentées sur les rivières du Québec. Il y a 65 km de rivières qui sont où on peut pêcher. Ça crée des emplois. Il y a aussi différents commerces, les guides de pêche et ainsi de suite, certaines pourvoiries et la Cimaventure qui offre de la descente en canot, donc qui sont tous assujettis à des autorisations de commerce sur le territoire de la ZEC, comme on l'appelle, la ZEC Bonaventure. La pêche au saumon. Donc, c'est le roi de la rivière ici. Historiquement, comme on dit, ça c'est des photos de 1890 du musée McCourt, où on voit bon les longues perches ici, et bon, on voit que ça date pas d'hier. Donc les guides et ici la personne qui a le moyen, disons, de venir pêcher. Là, il y avait une pêche exclusive, donc les gens de la place n'avaient pas le droit d'aller pêcher sur la rivière. On voit que c'était très abondant. Ici, c'est pour ce groupe-là, donc ces deux personnes-là, et les guides, la pêche de la journée, pour une journée. Et donc, on voit que c'est pas des petits ménés, c'est des gros saumons. Ici, c'est le plus gros saumon qui avait 49 livres, qui a été pêché dans la rivière Bonaventure dans les années 40-50. Il y a aussi depuis une vingtaine d'années développement d'activités de plein air, dont particulièrement la descente de rivière. La descente de rivière, on parle bon, de 12 000 et bon, ça varie d'année, mais ça se maintient en moyenne à ces niveaux-là. Ça crée là aussi des emplois. Ils sont assujettis à cause de l'autorisation de commerce à une entente de cohabitation annuelle entre les canoteurs et les pêcheurs pour faire en sorte d'éviter le plus possible les conflits d'usage, parce que les conflits d'usage sont malheureusement une réalité là, avec laquelle on doit faire et qu'on essaie de régler depuis des années. Il y a une question d'utilisation de la rivière en toutes conditions. Toutes ces conditions-là, c'est véritablement des conditions au niveau de l'eau, au niveau du courant, au niveau de l'étiage. Des fois, les conditions sont... Le chenal est beaucoup moins large et donc on chacun empiète dans le domaine de l'autre, c'est-à-dire les pêcheurs sont dérangés par les canoteurs qui passent par les fosses et les canoteurs en retour sont obligés de passer dans des endroits qui sont des fois plus difficiles pour la navigation. Ce qui attire la rivière Bonaventure, donc la pêche au saumon, c'est le caractère bon, facile pour la descente en canot. C'est une rivière accessible aussi au niveau de la pêche. Il y a des belles fosses à saumon. On a ici la limpidité qui est réputée. Le nom indien de la rivière Bonaventure était Wagamet, qui veut dire le eau claire, donc une eau très limpide. On le voit ici, c'est une photo qui a été prise où le canot a littéralement l'air de flotter dans les airs.
Vous allez m'excuser, pardon. Donc, ici, on a de l'exemple, donc, différents canaux qui descendent, différents types d'embarcations, canots, kayaks, rabasca, et ainsi de suite. Et donc, ça peut être simultané d'une certaine façon. On a aussi, oups, là, je suis allé un peu trop vite. Bon, on remonte un peu. Donc, activité, on voit ici, il y a à la fois des gens qui se baignent, il y a des pêcheurs à saumon. C'est un peu l'histoire de Bonaventure. Et tout ça se passe, bien entendu, de façon concentrée, surtout dans les mois de juillet et de août. On sait qu'au Québec, il y a les vacances de la construction, au mois d'août, et là, il y a un achalandage là, très important sur la rivière et, disons, une multiplication des conflits qui peut exister sur la rivière. Donc, on veut faire en sorte que chacun puisse profiter de son expérience sur la rivière, qui est très populaire et à la fois en passant par des pourvoyeurs, mais aussi de plus en plus des gens qui fréquentent la rivière sans passer par un fournisseur de services. Donc, pour ces choses-là, la descente, l'apnée, la baignade, bon, il y a des bateaux à moteur, surtout pour les pêcheurs. Il y a du camping sur les rives, il y a de la randonnée qui se fait aux abords, il y a de la pêche blanche. Là, c'est plus l'été, par exemple, c'est de la pêche sur la glace. Donc, on voit, comme ici, c'est un exemple d'utilisateurs libres qui vont descendre la rivière. On va se baigner à différents endroits aussi. Ça, c'est une plage réputée qu'on appelle la plage du Malin, qui peut y avoir 300-350 personnes par jour. Donc, ça crée des problématiques, donc des déchets, bon, des accommodations sanitaires qui sont pas toujours au pair, les activités qui créent des conflits entre les usagers eux-mêmes et aussi les propriétaires riverains, parce qu'il y a un certain empiètement qui se fait sur les terrains privés. Puis aussi les questions de sécurité quand on a un grand nombre comme ça et quand les conditions changent. Par exemple, par une grande précipitation, ça peut faire en sorte que le courant va être beaucoup plus important d'une journée à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Les autres activités, c'est bien entendu les activités bon, liées aux infrastructures municipales. Il y a sur le long du cours d'eau 2 stations d'épuration. Ici, on voit l'urbanisme qui est une route qui passe vraiment, on parle de l'estuaire de la rivière, mais quand même, et beaucoup finalement d'établissements en bord de rivière de façon pas tout le temps correcte parce que ici, on a vraiment éliminé la bande riveraine qui, on sait, est d'une importance capitale pour maintenir la qualité de l'eau et empêcher la sédimentation de descente. Donc, on voit ici, au niveau bon, des maisons plus permanentes, on a aussi dégagé de façon importante pour l'agriculture ou pour différentes raisons la bande de la rivière. Il y a bien entendu 80% du territoire de la rivière qui est en milieu forestier. Donc, il y a une exploitation forestière qui se fait importante, autant en terre publique qu'en terre privée, le long de la rivière. Mais il y a maintenant des nouvelles mesures qui sont prises de façon dans le nouveau régime forestier pour les terres publiques et il y a beaucoup d'initiatives de certification qui se font pour l'exploitation forestière en terre privée. Il y a bien entendu l'agriculture. C'est pas une agriculture nécessairement très intensive, mais on parle plutôt de cultures fourragères, bon, certaines cultures. Et il y a bien entendu l'élevage de bovins qui peut, dans certains cas, créer des problèmes. Donc, on continue. Et il y a aussi, on sait que le territoire public est fortement claimé. Donc, c'est des claims, donc des droits d'exploitation
ou d'exploration qui sont donnés aux compagnies pétrolières. L'ensemble du territoire est clémé et les normes ne sont pas tout le temps les meilleures pour protéger l'intégrité de la rivière. Donc, c'est une surveillance qu'on doit faire là aussi. On a fait une étude, le Conseil de l'eau, en 2013 sur l'état de la bande riveraine. Donc, ça vous donne une idée. Il y a 65% de la bande riveraine de la rivière qui est considérée comme excellente. Ensuite, on parle de bon et de moyen pour environ 25%. Et il y a un faible à 8% et très faible à 2%. Donc, c'est les milieux les plus dégradés de la rivière. Donc, c'est un élément important. Et ça se traduit par des choses comme ça. Donc, des algues, on voit des algues filamenteuses, de la Didimo ici. On voit un fond de Didimo assez important. Pour ces raisons-là, on a développé un mode de gestion adapté pour la rivière. Et là, on explique un peu le pourquoi de ce projet-là. Là, il y a eu tout d'abord la création de la ZEC Bonaventure. Je reviens. Vous m'excusez, c'était pour aller chercher mon cadran. Donc, on a tenu en 2014 un forum sur l'avenir de la rivière Bonaventure. C'est 3 soirées publiques dans chacune des municipalités. Vous voyez ici la participation qu'il peut y avoir. Il y a eu au total 122 participants qui sont venus se prononcer sur leurs préoccupations et leurs désirs par rapport à la rivière Bonaventure. Et pour résumer, on voit que ce que les gens souhaitent de façon générale, c'est que on accepte les activités multiples, mais on veut que la rivière demeure au naturel et en santé, qu'on puisse, en guillemets ou symboliquement, encore boire de son eau, parce que c'est quelque chose qui se fait encore dans certains secteurs moins urbanisés, mais c'est une rivière donc d'une grande qualité à ce chapitre-là. Les interventions, on a terminé lors de ce forum-là, les interventions humaines qui affectent ou affecteront le plus la rivière, c'est l'établissement humain en rive, le non-respect des réglementations, bien entendu, les activités récréatives. Donc, en gros, c'est les 3 plus grands secteurs. Donc, le fait qu'on ne respecte pas la réglementation, on s'établit quand même de plus en plus. Il y a une très grande popularité de la rivière. Les gens veulent se trouver des terrains, se rapprocher de la rivière et s'établir, alors que par le passé, c'était de façon temporaire. Il y a des chalets qui était occupé seulement pendant la période estivale et un peu au début de l'automne. Et maintenant, c'est rendu des résidences permanentes pour beaucoup à l'année longue. Donc, les éléments qui sont sortis, c'est bien entendu préserver le caractère naturel de la rivière avec les suggestions des participants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça? Donc, faire un suivi de l'état de la rivière, faire de la sensibilisation, meilleure application de la réglementation. Aussi, on disait de limiter les impacts de l'établissement humain en bordure de rivière. Donc, élaborer une vision commune et à long terme du développement de la villégiature. Donc, faire une réflexion et comment on voit le développement de la rivière Bonaventure et planifier ce développement-là et, bien entendu, appliquer la réglementation qui est en vigueur. Mieux contrôler les activités récréatives pour les raisons, éviter justement de, comme on a dit, pour répéter l'expression employée, on ne veut pas que ça se développe comme un Disneyland, que ça devienne un Disneyland sur la rivière. Donc, planifier et structurer le développement. Bon, donc en vision, les objectifs et tout ça. Concerter les intervenants, faire en sorte qu'il y ait un organisme neutre qui coordonne la gestion de ce bien collectif-là. Et aussi la question de, bon, combien de personnes peuvent fréquenter la rivière. Oui, pardon.
la question de prévenir la pollution générée par les activités récréatives, c'est bien entendu encore là beaucoup de sensibilisation et d'éducation et des mesures à prendre. Pour ensuite assurer une expérience récréative de qualité. Je disais tantôt que les gens viennent, sont attirés par et de plus en plus par la rivière Bonaventure à cause du caractère très bon, beaucoup, les gens apprécient beaucoup d'être dans un milieu naturel, à faire une activité de plein air qui est très plaisante. Et donc, on suggère pour garder cette expérience récréative la meilleure possible, bon, bien entendu, garder le caractère naturel de la rivière, d'établir un partage de la rivière qui soit équitable, et bien entendu de mettre en place des mesures et toujours de la sensibilisation et de l'éducation. Et bien entendu, certains aménagements qui vont avec ça. En milieu forestier, bien entendu, d'être vigilant malgré les nouvelles mesures, de voir que surtout on respecte les normes de protection de la bande riveraine lors des travaux forestiers, mais particulièrement lors de la voirie, des travaux de voirie forestière. Donc, c'est souvent par les routes forestières que les sédiments vont rentrer dans le cours d'eau et vont créer des problèmes pour la faune aquatique. On parle de limiter les risques associés aux inondations et l'érosion dues aux fortes crues. Avant, les grandes crues, c'était au printemps, donc avec toutes les précipitations accumulées sous forme de neige ou de glace. Et maintenant, on voit des épisodes en automne et même l'été, de précipitations très fortes qui font grimper très rapidement le débit. On parle d'un débit moyen d'environ 30-40 mètres cubes pour la rivière Bonaventure, mais ça peut monter. On a vu des pointes de 800-900 mètres cubes secondes lors de ces crues-là. Et même cette année, malgré que c'est une crue printanière, on a dépassé le 1000 mètres cubes secondes comme débit, ce qui est très important, avec une remontée du niveau d'environ, qu'on a calculé, qui est environ de 17 pieds ou environ 5 à 6 mètres de plus sur la rivière. Donc, vous imaginez les débordements et quand ça se fait lorsqu'il y a de plus en plus de bâtiments. Donc, il y a toute une réflexion à faire à ce niveau-là et d'établir des mesures de gestion pour sécuriser là, et les biens et les personnes. L'établissement en bord de rivière, bien entendu, on parle le long de la rivière, en milieu municipal, il y a 350 terrains riverains. C'est un développement qui est non structuré, dans le sens que chacune des 3 municipalités principales qui s'y trouvent n'a pas nécessairement la même approche ou les mêmes normes. Donc, on veut voir à uniformiser, si vous voulez, la façon de faire à ce chapitre-là et un peu de structurer la réglementation à ce niveau-là. Bon, on a donc développé un cadre de gestion adapté. Là, j'ai pris une chose d'une rencontre qu'on avait eue. Le but, bien entendu, c'est apporter des solutions aux préoccupations actuelles et potentielles le long de la rivière Bonaventure. Les étapes d'élaboration, c'est bien entendu identifier les enjeux qu'on avait fait un peu lors du forum, mais sur lesquels on s'est repenché pour examiner ça de façon plus poussée, plus documentée et ainsi de suite. Donc, une recherche d'informations aussi sur des modes de gestion de rivières ou de lacs ou d'équipements récréatifs naturels à travers le monde et une analyse de cette recherche-là qui était faite de façon à faire ressortir des éléments qui pourraient être intéressants pour la gestion ici. C'est sûr qu'on parle d'une gestion adaptée. Faut que ça concorde avec la volonté de la communauté, avec la réglementation existante et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une gestion adaptée, c'est de voir comment on peut
aller le plus près possible là, des objectifs et du cadre actuel là, de gestion, de façon à répondre aux problématiques qu'on connaît. Donc, bien entendu, identification des solutions. On a développé des scénarios sur lesquels on a réfléchi, sur lesquels qu'on a peaufiné et on est venu finalement à développer le cadre de gestion là, que je vous montrerai tantôt. Donc aussi, à travers ça, l'élaboration d'une vision d'avenir, des valeurs de base et des principes de gestion. Ça a été, je vais vous montrer ça, là, à quoi ça peut ressembler. C'est un exemple là, de choses qu'on travaillait justement en groupe. Il y avait 25 personnes. Je vais vous montrer un peu les personnes. Je vais sortir la présentation 2 secondes. Donc, c'était des représentants d'organismes que je vais vous montrer. Et bon, je vais sortir de là. Je vais montrer qui étaient les intervenants impliqués dans la démarche. Donc, on parle de la MRC, qui est un regroupement des municipalités dans le secteur ici, les ministères, des citoyens, conseil de bassin versant, conseil régional environnement, des utilisateurs de la rivière, un groupe de recherche ici, le CIRAD, le Centre d'initiation et de recherche et d'aide au développement durable. Donc, un autre, David Bourdage, qui, lui, gère la plage du Malin, la ville de Bonaventure, la municipalité de Saint-Alphonse, les propriétaires riverains, le camp Bonaventure, qui est un camp de pêche, bien entendu, Sim Aventure, qui est le pourvoyeur là, pour la descente en canot, avec 2 représentants. Le regroupement des utilisateurs libres de la rivière Bonaventure, aussi d'autres utilisateurs aux abords de la rivière, donc le domaine des chutes de Ruisseau Creux, la municipalité de Saint-Éliard aussi, le ministère du Développement durable et de l'Environnement qui est venu, autre club de pêche ici, et des représentants de la réserve aquatique. Je vous parlais des milieux protégés, donc c'est dans l'estuaire. Il y a une zone protégée pour notamment les plantes rares et vulnérables qu'on y trouve. Des propriétaires riverains et, bien entendu, la ville de Bonaventure. L'Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure, c'est ceux qui gèrent la ZEC Bonaventure. Donc, c'est eux qui émettent les permis de pêche et ainsi de suite. Donc, un partenaire ou un intervenant très important au niveau de la rivière. Et le Bioparc de la Gaspésie qui, lui, a ses installations près aux abords de la rivière Bonaventure, dans l'estuaire encore. Donc, ça vous donne un peu une idée. Je reviens à mon cadre de gestion. Donc, les enjeux et préoccupations qu'on a ressortis à ce moment-là, c'est l'intégrité du milieu naturel, c'est-à-dire, bon, l'altération, les préoccupations qui ont ressorti, c'est l'altération de la qualité de l'eau, les habitats, l'achalandage récréotouristique et l'impact que ça peut avoir sur le milieu naturel, la cohabitation de tous ces usages récréatifs-là pour éviter les conflits, la mise en valeur, je suis encore revenu sur ma roulette, je vais revenir aux flèches. Donc, enjeu 3, mise en valeur des usages récréatifs et accessibilité. Donc, la question importante, il y a une privatisation qui se fait des bords de la rivière. On a rappelé aux municipalités l'importance de réserver pour le futur des espaces publics pour continuer à garantir l'espace, un accès libre à la rivière pour et les citoyens et les visiteurs, les nombreux visiteurs qui viennent pendant la saison estivale. On parle de la sécurité des usagers des infrastructures pour les raisons dont je vous ai parlé tantôt au niveau des variations du niveau d'eau et aussi en cas d'urgence sur la rivière, donc pour différentes raisons. On a établi ensemble, tout le groupe que je vous ai montré tantôt, une vision d'avenir pour porter justement la démarche et viser quelque chose ce qu'on souhaite voir en 2050. Donc, on a fait une projection sur environ 30-35 ans pour dire que à ce moment-là, on veut, la vision, c'est que
la rivière Bonaventure est l'une des grandes richesses du patrimoine gaspésien. Elle bâtit notre identité, contribue à la qualité de vie collective et elle est source de bien-être. Son caractère unique et authentique fait notre fierté. Nous sommes tous les gardiens de ce milieu naturel diversifié où la vie sauvage prolifère. Donc, on veut maintenir cette dimension-là de la rivière qui est si importante là, pour la qualité de vie des résidents et finalement le plaisir ou le bonheur des gens qui viennent visiter la rivière. Les valeurs de base qu'on établit, c'est bien entendu l'intégrité écologique de la rivière. C'est la valeur de base, celle-là, d'où dépendent tous les autres activités. On sait que si une rivière se dégrade, un cours d'eau se dégrade comme ça, c'est pas long que le monde va voir ailleurs. Donc, si on veut maintenir finalement les avantages sociaux, c'est-à-dire fréquenter la rivière, et économiques, on se doit de porter une grande attention. Finalement, tout découle de la qualité de l'environnement de la rivière. L'authenticité des paysages, donc garder un caractère le plus authentique, le plus naturel, le plus distinctif de la rivière, c'est finalement ce qui attire les gens ici. C'est aussi la partie de la qualité de vie des gens qui viennent se promener sur ces abords ou qui y vivent là, de façon permanente. Une utilisation respectueuse de la rivière, donc c'est la traiter avec soin et avec égard. C'est de changer les mentalités ou les comportements dans certains cas, les comportements qui vont pas dans ce sens-là. Donc, on veut établir finalement une valeur de respect par rapport à la rivière. Et bon, tout ça dans un esprit d'équité et d'accessibilité. Participation, engagement, c'est pas tout d'avoir des beaux plans et comme ça. Ça nécessite que tous dans la communauté, à la fois ceux qui donnent les services, à la fois les gestionnaires municipaux, ils doivent s'engager et participer activement à la mise en œuvre de ce cadre de gestion-là. Donc, on a mis cette valeur-là en voulant dire que elle est tout aussi importante que les autres si on veut arriver à atteindre les objectifs et garder, en tout cas, que la vision se réalise là, dans les prochaines générations. Dans les orientations objectives de gestion maintenant, bien entendu, maintenir le niveau d'intégrité. Dans certains cas, quand c'est dégradé, ben, de voir à ramener ça. Léguer aux prochaines générations de rivières authentiques et accessibles. Les gens se disent toujours, les gens qui participent autant au forum qu'à l'exercice de développement du cadre de gestion sont tous conscients de du grand héritage qu'ils ont reçu et ils souhaitent le transmettre de la façon la plus authentique possible, la plus intègre possible aux générations futures. Assurer la viabilité des usages et des retombées socio-économiques qui découlent du caractère attractif de la rivière. Quand on parle de retombées socio-économiques, au-delà de la qualité de vie que ça génère, c'est plusieurs millions qui retombent dans la communauté. Les pêcheurs vont consommer à l'épicerie, vont consommer à différents endroits, donc vont faire ces choses-là. Oups, il y a quelque chose qui m'a sorti de là. Je reviens. Donc, c'est ça. Les mesures de gestion proposées. Bon, on va aller voir encore dans nos documents parce que c'est un peu détaillé, puis ça n'avait pas assez de place pour fitter dans une seule. Je vais aller vous chercher ça. OK, ici. Bon, ça, c'est le cadre de gestion que vous voyez devant vous, qui est disponible, qu'on va mettre sur notre site Internet. Il reste à valider certains éléments dans la population, mais tout ça a été accepté. Bon, les mesures de gestion qui ont été... Bon, les axes d'intervention sont ceux-ci. Pour l'occupation humaine des rives, bon, il y a une mise en contexte, bien entendu. Ce qu'on souhaite faire, c'est les mesures de gestion préconisées, c'est diffusion d'informations d'outils de sensibilisation pour l'occupation des rives, adoption d'une politique intermunicipale dédiée aux rives, aussi gestion concertée
en la création d'un comité intermunicipal. Il y avait un comité de cohabitation pour les usages récréatifs, mais on va aller plus loin. On veut faire une gestion qui est à la fois municipale. La question de l'occupation des rives touche beaucoup plus le milieu municipal donc, et les ministères. Donc, c'est ceux-là qu'on est allé finalement chercher par rapport à ça. Bon, il y a des actions, mettre en œuvre un programme de sensibilisation et ainsi de suite. Ça se détaille tout ça. Et dans le programme de sensibilisation, il devrait y avoir ces choses-là avec des exemples. Donc, on est en train de travailler présentement justement à un plan d'action spécifique à ce niveau-là. Maintenant, la mesure 2, adoption d'une politique intermunicipale des rives. Donc, travailler ensemble. Alors, je vais résumer ça de cette façon-là, que les municipalités travaillent ensemble. Une gestion concertée de la rivière via un comité intermunicipal, oups, excusez, oui, politique intermunicipale, donc, et le comité qui, lui, vient gérer et qui adhère à une vision commune concernant le développement de la rivière pour les années à venir. Et bien entendu, il faut voir à ce que le comité soit fonctionnel. Deuxième axe d'intervention, le récréotourisme. Donc, le deuxième volet, l'occupation des rives, premier volet, récréotourisme, deuxième volet, et suivi de l'environnement, troisième volet. Donc, récréotourisme, mise en contexte. Bon, les mesures préconisées sont diffusion d'informations, toujours, il y a tout le temps de l'éducation à faire. Mise en place d'un zonage récréatif à utilisation contrôlée. Ça veut dire qu'on revoit la façon d'utiliser la rivière en mettant un zonage à la fois spatial, mais aussi temporel, de façon à permettre une certaine équité là-dedans et concentrer certains types d'activités qui sont un peu plus dérangeantes dans un secteur donné. Mais j'y reviens là. Et bien entendu, la question du renforcement de la sécurité des usagers. Diffusion d'informations et d'outils de sensibilisation ciblés pour le récréotourisme. Donc, spécifiquement, on s'adresse à la fois aux usagers, mais il y a des activités scolaires aussi. Donc, on veut qu'on parle de la rivière et dire que, de façon à faire ressortir le message que, à partir de maintenant, la communauté environnante s'occupe de la rivière et on vous demande et prend soin de la rivière et on vous demande, vous, utilisateurs, de faire de même. Donc, d'embarquer dans cet esprit-là quand on fréquente la rivière Bonaventure. Donc, c'est tous les éléments là, du programme qui sont ici détaillés par rapport à ça. Il y a ensuite la mesure, mise en place d'un zonage récréatif à utilisation contrôlée. C'est véritablement, on parle d'une mesure de gestion qui est appliquée ailleurs. On fait en sorte de réduire la pression dans certaines zones et aussi pour certains usagers, pour justement diminuer ou éliminer les conflits. On parle d'une zone de préservation, donc certains secteurs, on va les identifier, ils sont déjà identifiés, mais on va les faire connaître plus précisément de façon à dire qu'il y a certains secteurs où il devrait y avoir véritablement peu ou pas d'activités récréatives dans ces secteurs-là. On parle bien entendu des rives. On parle d'une zone récréative légère. Et c'est des secteurs de la rivière pour des activités récréatives de descente, de baignade dans certaines façons, qui sont localisées pour éviter que ça soit un peu n'importe où. C'est sûr que les gens qui ont des résidences privées peuvent se baigner, mais l'idée, c'est d'éviter un achalandage trop grand dans des secteurs qui seraient non publics d'une certaine façon. La zone récréative principale, elle vise véritablement à essayer certaines choses, à faire appel à des équipements qui sont plus élaborés, à une densité peut-être plus grande que faire en sorte, en tout cas, de concentrer pour alléger dans d'autres secteurs. C'est ça le but d'une certaine façon. Donc, il y a des modalités de gestion qu'on peut associer à chacune de ces zones-là. Le travail qui se fait cet automne avec les pourvoyeurs de services, c'est véritablement de regarder tous ces éléments-là. Quel serait le degré d'utilisation récréative? C'est sûr que c'est de la négociation, on s'entend. Des activités qui sont permises sur certaines conditions et les activités interdites.
Et bien entendu, quand on parlait de gestion ou de zonage temporel, c'est les périodes d'utilisation. Donc, fois en termes de saison, en termes de semaines et aussi à chaque jour. Bon, certaines restrictions qui peuvent s'appliquer, et des encadrements, par exemple, pour certaines espèces ou certaines utilisations de la rivière qui sont faites. Bien entendu, donc un comité d'évaluation du mise en place, statuer sur la définition, donc ce qu'on a commencé de faire. Donc, le zonage se traduit un peu comme ça. Donc, vous voyez la rivière, c'est la rivière qui est utilisée en jaune et on voit ici donc la zone de préservation qui est dans le secteur où on a les plantes rares surtout, la zone récréative légère et la zone récréative principale qui est dans le secteur qui est un secteur d'environ 2 km sur le long de la rivière. Bien entendu, toute la question du renforcement de la sécurité des usagers qui est toujours présente là, à ce niveau-là. On propose aussi, bien entendu, on est resté dans certaines affaires, certains cadres, mais on préconise certaines mesures complémentaires de façon à finalement faciliter certaines utilisations et la protection de la rivière. Bon, on demande que le milieu, c'est-à-dire qu'est-ce que la population d'ici souhaite comme type de développement ou d'utilisation de la rivière. Que cette vision-là soit partagée par la collectivité, d'où ce que je vous disais tantôt, la question de la validation et de faire connaître en même temps. C'est aussi un exercice finalement de faire connaître le cadre de gestion. On a distribué à un assez grand nombre d'exemplaires le cadre de gestion. On a eu des commentaires, mais on veut faire une assemblée publique et véritablement regarder certains éléments de façon plus spécifique. Les activités indésirables, on veut clairement les identifier, comme par exemple la moto marine. On a peu de problèmes avec ça, mais il y a eu des épisodes l'été dernier où on a vu ces engins-là remonter la rivière. Ça n'a pas été c'était pas très bien perçu. Bien entendu. Donc, vous voyez les mesures La qualité de l'environnement de la rivière. Parce que c'est le point central, on va implanter un programme de suivi environnemental. Il y a toujours depuis des années, un suivi de la qualité de l'eau. Mais là, on l'a élargi, on a mis un programme de suivi véritablement qui touche à la fois la qualité de l'eau, l'état de santé du benthos, la prolifération des algues, l'état des installations septiques sur les abords de la rivière et comment ça fonctionne. Donc, surtout la question des eaux usées et ainsi de suite, et d'autres qu'on pourra déterminer au besoin. Donc, le suivi environnemental va nous permettre de voir qu'à certains secteurs, il y a des impacts et donc, on va être en mesure de prendre des mesures plus rapidement de cette façon-là. Et donc, on établit un état de référence. L'an passé, on l'a fait et on a continué cette année, de façon au fil des années, à avoir une espèce d'itération au niveau des données qui nous permettent de dire, bon, l'état normal de la rivière, c'est cela. Et quand on s'en écarte, c'est le temps d'intervenir. Donc, on a des indicateurs qu'on a mis au niveau de la qualité de l'eau, l'utilisation de l'habitat par le saumon, l'état de la population, les dérangements, les espèces exotiques envahissantes qu'on peut voir, comme par exemple l'algue Didimo, qu'on considérait exotique, mais qui finalement est une algue indigène. On a retrouvé des traces là, datant du début du 20e siècle. Et donc, mais bon, les conditions au niveau de l'environnement changent et font en sorte que cette algue-là prolifère. Bon, des protocoles et tout ça, finalement, là, qui prend d'autres mesures de gestion, une étude sur la capacité de support pour déterminer quel serait véritablement le nombre d'usagers. C'est assez complexe, mais on est en train de travailler avec ça, justement avec le groupe de recherche, le CIRAD, qui a participé à la démarche aussi. On a fait une demande, on est en train de monter une demande de financement
pour justement développer cet outil-là de gestion. Une charte de rivière est une idée qu'on a mise, c'est-à-dire que la rivière est une charte avec bon, les principes, les valeurs qui soient bien établies et bien connues du milieu. Création d'une association des amis, élaboration de procédures, des projets de développement, c'est-à-dire si un projet, comment on évalue la pertinence ou non de ce projet-là. On parle notamment par exemple, de l'exploitation pétrolière ou une grande concentration agricole ou ce genre de choses-là, de ce genre de projet-là qui se présenterait. Donc, avoir une grille d'analyse pour véritablement passer au travers et avoir quelque chose finalement qui serait utile aux gestionnaires là, municipaux et gestionnaires publics aussi, et bien entendu à la population. Donc, on retourne à la présentation. En gros, les défis qui restent à faire, comme je vous ai dit, on a déjà commencé à faire les éléments. Hop, les orientations, oui, ça, j'en ai passé. Mesures de gestion. Les résultats que ça a pu donner, l'application d'une nouvelle approche qui tient compte des attentes et des besoins et finalement des préoccupations des gens ici. Un rapprochement des citoyens et des municipalités envers la gestion de la protection de la rivière. On va le faire, ça va prendre de l'ampleur, notamment à cause du programme de sensibilisation qui s'adresse à la population, mais aussi dans les écoles, pardon. Il y a le climat de confiance amélioré entre les usagers, les municipalités, les intervenants touristiques, parce qu'on travaille ensemble, parce que tout le monde fonctionne sur une base commune et ainsi de suite. L'amélioration du niveau de dialogue et de confiance entre la communauté et les gestionnaires et pourvoyeurs plutôt d'équipements récréatifs, d'activités récréatives comme la pêche et la descente de la rivière, baignade et ainsi de suite. Comportement responsable accru des usagers. L'identification de mesures concrètes aussi qui sont à mettre en œuvre. On a fait la réflexion, on a établi un plan d'action, un cadre de gestion et donc on peut aller de l'avant et véritablement changer la façon de faire au niveau de la rivière. Il y a bien entendu sensibilisation de la population locale, des municipalités, tous les intervenants qui sont susceptibles d'influencer la qualité des activités touristiques. Il y a le maintien des bénéfices économiques liés au récrotourisme. Oups, j'ai une petite affaire. Consolidation de 120 emplois directs liés aux produits d'appel touristique. Et aussi la question de l'exportabilité du modèle de gestion qui a été établi là, localement, finalement. Donc, ça fait un peu le tour. Je pourrais avoir une cassette ou un élément qui me manque, c'est les remerciements, excusez. Un des éléments qu'on doit considérer aussi, c'est la question des changements climatiques. On a un projet justement pour intégrer cette dimension-là. On y a réfléchi lors de l'exercice, mais de plus en plus, cette année, je dois vous dire qu'on a eu une inondation record et un étiage qui était presque record. Donc, on est passé d'un niveau très, très haut de la rivière à dépassant 1000 mètres cubes secondes à 5 mètres cubes secondes. Et ça, c'est vraiment en pleine saison. En plus, le niveau était très bas en pleine saison, donc avec les impacts qu'il peut y avoir sur les activités. Donc, il y a une dimension au niveau de l'adaptation au changement climatique, à la fois de l'utilisation, mais aussi de l'occupation des rives qui est importante à faire par rapport à ça. Les défis à relever, c'est de mettre en application les modalités du cadre de gestion. Ça prend des ressources humaines, ça prend des ressources financières, et donc c'est tout le temps un défi d'aller chercher les moyens pour mettre ça en application. Il y a une grande volonté dans le milieu qui est là quand même. Il y a toujours la force d'inertie face aux idées nouvelles et des fois c'est plus facile de laisser faire, donc on doit travailler à ça aussi, c'est un défi. Intégrer, comme je disais, l'adaptation au changement climatique et maintenir la mobilisation des citoyens, des élus et des organisations envers la rivière. Donc, c'est tout un élément de défi.
Et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines années. Le Conseil de l'eau va participer à ça, mais tous les gens se sont engagés à aller, et on va aller élargir ça par l'Assemblée publique qu'on veut faire là, dans les prochains mois. Euh, on l'a fait à plus petite échelle, on en a parlé, mais là, on veut vraiment là, démarrer la sensibilisation par cet exercice là, d'assemblée publique. Le Conseil de l'eau, donc, et les participants qui ont ça sont vraiment reconnaissants pour différents organismes et ministères pour le support qu'ils ont apporté aux différentes étapes de cette initiative-là. Quand on disait que ça, c'est une image icône de la rivière Bonaventure, c'est un pêcheur qui boit l'eau à même la rivière. Et c'est pas, ça arrive pas partout dans le monde, ce genre de choses-là, qu'une grande rivière soit encore d'une qualité où on peut boire son eau. Donc, c'est tout ce beau monde-là qui nous ont aidés financièrement ou en fait, ici, c'est pas mal les gens financiers, mais qui ont aussi mis des moyens, des ressources humaines, des ressources techniques aussi pour faciliter cette chose-là. Donc, on parle bien entendu de la Fondation pour la conservation du saumon atlantique, qu'on remercie beaucoup et aussi de nous donner aujourd'hui l'opportunité de faire cette présentation-là à un public plus large. Donc, merci à tout le monde. Est-ce que vous avez maintenant des questions ou des commentaires? Merci beaucoup, Michel. C'était vraiment une excellente présentation. Ouais, ça a roulé mieux, puis j'ai fait le tour de la question.